pas si vous avez vu passer le TikTok de... Est-ce que vous l'avez? Mais en gros, il y a un TikTok qui a circulé où tu voyais un couple qui se présentait en mode oui, on vous embarque dans notre aventure. On a tout plaqué, on a quitté notre travail pour se lancer dans une nouvelle aventure. Voilà, on a déménagé en cité. Depuis 3 ans à Toulon, dans un quartier qui s'appelle La Beaucaire. On était tous les deux en CDI, moi je travaillais dans un collège en tant que préfète avec les quatrièmes. Et moi je faisais de l'audit financier. On a tous les deux posé notre démission en expliquant aux employeurs, bon bah on part vivre en cité. Alors non, ce n'est pas un... Alors malheureusement, chers amis, ce n'est pas un fake. On savait que c'était pour une aventure complètement folle, parce qu'en fait on savait qu'il y avait quelque chose à vivre là. Il y avait vraiment quelque chose à vivre là-bas. C'était une aventure complètement folle. On a vraiment tout plaqué pour cette super aventure totalement folle. En fait, c'est avec cette association qui s'appelle Le Rocher. Avec Le Rocher, oasis des cités, ici nous sommes à Toulon, dans le quartier de La Beaucaire. C'est un quartier prioritaire, quartier même reconquête républicaine comme on l'appelle. Nous sommes venus habiter ce quartier et nous sommes là. Ils sont venus reconquérir républicainement le quartier. Ils commencent à gentrifier les quartiers. Alors pas exactement, justement, c'est ça qui est intéressant. Vous connaissez pas quartier de reconquête républicaine? C'est le nouveau nom des quartiers avec des Noirs et des Arabes. Parce qu'en fait, la République, c'est pas que la République vous a abandonné, c'est que la République a été grand remplacée. Et du coup, il faut que la République reconquiert. En fait, parce qu'en fait, vous comprenez, c'est comme quand on avait des colonies. Mais là, les colonies, elles sont chez nous. Du coup, il faut faire la reconquista, quoi. Donc, non, c'est ça, c'est les fameux territoires perdus de la République, etc. En fait, c'est tous les quartiers prioritaires, tous les quartiers très très pauvres, etc. qui ont été renommés Reconquête républicaine en mode la République doit revenir dans ces quartiers, genre. Mais sauf qu'en fait, quand ils parlent de la République, généralement, c'est pas sous l'angle de l'égalité sociale et de l'accès aux droits. C'est plutôt sous l'angle de on va ramener de la police. Généralement, c'est plutôt ça. Ça, c'est plutôt le discours un petit peu très sécuritaire. Ministère de l'Intérieur, reconquête républicaine, ça justifie qu'on fout de la police. Mais du coup, ça permet aussi de donner des subventions à ces super associations comme l'association Le Rocher, qui n'est pas du tout une association qui a été tradie d'extrême droite. Pas du tout, non. On y... après, je vous spoile pas. Parce que c'est pas l'étape suivante de la déshumanisation des gens de quartier, considérer les ghettos comme des pays africains avec des voyages bénévoles plus missionnaires. Bah si. Si, justement, totalement. Le Rocher, c'est une association catholique d'éducation populaire. Vivre un engagement à la fois chrétien et citoyen. C'est une présence avec des familles et des volontaires qui viennent habiter pendant un temps le quartier. Habiter pendant un temps le quartier. Donc on est volontaire pour habiter le quartier, mais ça reste humanitaire. On va pas s'installer de long terme non plus, on va pas devenir des vrais habitants. On va venir pendant quelques temps, et puis après on va repartir, on va être remplacé par d'autres personnes. Voilà. Là on retourne vraiment sur la logique humanitaire, où tu es extérieur, tu ne seras jamais mêlé aux populations locales, tu es peut-être en immersion, etc. Mais c'est toujours, voilà, genre des missionnaires. Bah c'est un peu missionnaire, ouais. On va aller à la rencontre des habitants, donc ça peut se traduire par du café de rue, des porte-à-porte, des tours de rue, des temps où on accueille de manière inconditionnelle tous les habitants dans un local que nous avons au milieu de la cité, ou alors dans le cadre d'ateliers où ils sont inscrits comme le café des femmes, l'accompagnement à la scolarité, les ateliers de français. Le côté safari, voyage... Ah non mais bien sûr, mais eux, ils ont totalement le regard missionnaire de le safari, le voyage exotique, etc. Mais ce qui est d'autant plus terrifiant, c'est qu'en fait, ce qu'ils font répond à des vrais besoins, mais qui sont des besoins de base qui devraient être permis par la communauté elle-même, par l'État, par la municipalité, etc., etc. Le fait d'avoir le temps pour s'occuper des gosses, bah oui, mais c'est peut-être parce que les daronnes, elles font que taffer aussi, et que tu fais un travail épuisant, et que t'as pas forcément le temps toujours de t'occuper des gosses, et que du coup, bah c'est pratique en fait, c'est un véritable besoin d'avoir des gens qui font des sorties avec les gosses, parce que bah quand t'as pas le temps, etc., etc. On va continuer de regarder la vidéo, et puis après je vous mets le décryptage de c'est quoi cette association, vous allez voir, c'est gratiné, mais ça fait partie justement tout ce truc-là de reconquête républicaine, les territoires perdus de la République, etc. Ça permet en fait à des gens de s'insérer là où bah l'État et les services sociaux devraient revenir, parce que c'est pas que l'État, hein, généralement c'est aussi les municipalités. Après bon, l'État devrait arrêter d'imposer des politiques d'austérité aux municipalités, peut-être que et aux régions aussi, peut-être que ce serait... Bon, bref, tous les échelons, régions, municipales, globalement c'est l'austérité partout, ce qui fait que ce qui manque c'est du budget, pas de gens pour bosser dans ces structures. Tu feras un truc municipal où t'embauches des gens qui habitent le quartier, vraiment ce serait mieux. Bah oui, de fou. Et en plus, bah ça donne de l'emploi aux gens qui vivent dans le quartier, quoi. Très concrètement, par un coup de fil, on a dit est-ce que vous voulez rejoindre le Rocher? On s'est dit bingo, bah pourquoi pas, bah tout plaquer, aller vivre en famille, une mission un peu extraordinaire tout en restant en France. Une mission un petit peu extraordinaire tout en restant en France. C'est tout dit, c'est vraiment en mode on va faire de l'humanitaire, mais on va pas quand même pas voyager, quoi. On va faire de l'humanitaire, mais tout en restant quand même chez nous, quoi. Une de nos inquiétudes avant de partir, c'était et nos enfants. On a su qu'on partait à Toulon au mois de juin et il fallait inscrire nos enfants. Donc, non seulement ils sont même pas du quartier, mais ils sont même pas de Toulon. Ils sont même pas de la ville dans laquelle est le quartier. C'est des missionnaires, quoi. C'est de l'humanitaire. C'est pratique d'avoir l'Afrique. Oui, c'est ça, c'est littéralement ça. C'est vraiment on va en Afrique, mais en France. On va en Afrique à domicile. Et en 2 semaines, c'était réglé. Nicole nous a accueillis, connaissait un peu le Rocher et elle a dit on a plus de place, mais on va prendre d'autres garçons, puisqu'on vous connaît, on connaît cette association et on sait le rayonnement qu'elle peut avoir dans le quartier. C'est un signe comme quoi, tant qu'on donne un oui au Seigneur, il s'occupe du reste. Oui, quand on voit un oui au Seigneur, il s'occupe du reste. C'est surtout parce que vous avez été envoyé à Toulon par le Rocher, parce qu'ils ont déjà une antenne ici et que, bah, encore une fois, oui, ils occupent une mission qui reste une mission qui, même si c'est pas grand chose, bah, c'est quand même accueilli par les gens autour. Et voilà, c'est pas la grâce de Dieu qui t'est tombée dessus. Bah non, t'as été envoyé là parce qu'il y a déjà les réseaux pour te trouver une scolarisation pour ton gosse, en fait. C'est le principe du réseau, bref. Et là on entend c'est le Rocher, c'est les nouveaux. Et on voit plusieurs jeunes arriver
et courir vers nous. Et là on se dit ouais, on arrive dans un truc de dingue. Et ils nous ont tout aidé à décharger le camion et en vrai c'était hyper chouette et ça donnait un petit goût de ce qu'on allait pouvoir vivre pour les 3 prochaines années. Quand les missionnaires ils arrivent, en fait, les indigènes ils sont heureux parce qu'en fait ils savent qu'on va leur apporter des choses qu'ils n'auraient pas sans nous en fait. Au sein de notre famille, il y a un peu cette charge et de l'équipe et des habitants et c'est très beau de porter ça ensemble. C'est très complémentaire et ça rejoint complètement notre vocation du mariage, je trouve. Tous les deux. Voilà, ça fait le lien avec la vocation du mariage et du coup ça a un sens par rapport au couple, parce que notre vocation, enfin en fait on voit là, il y a des petites indications en fait que c'est vraiment des gens qui sont profondément dans les milieux catho tradis. Parce qu'en fait, tu as des gens qui sont cathos, mais qui sont pas non plus dans les milieux vraiment tradis, etc. Les gens qui te parlent de remplir sa vocation du mariage au travers du projet humanitaire qu'on fait en couple, etc. C'est vraiment un langage que tu rencontres que dans certaines communautés cathos. Même le montage des images, c'est que leur gueule, regardez, moi je suis ce héros qui aide les miséreux, on voit bien là, on voit bien avec le petit ouais de fou. Bah, en fait, c'est exactement la même présentation qu'une asso humanitaire qui se prend en photo avec les petits Africains. Regardez, et puis après ils nous adorent, c'est tellement déchirant après de les quitter. Pardon, mais c'est quoi les enjeux derrière le mariage? Alors, quand tu fais un mariage religieux, il y a toujours le mariage a un objectif. Tu te maries pas pour rien. C'est l'idée que si tu te maries devant Dieu, c'est pour t'engager dans un sens dans le sens de Dieu, etc. Voilà, tu te maries pas sous Dieu si tu vois pas dans ce mariage quelque chose de sacré, on va dire. Et du coup, ça peut aller, c'est ce que vous retrouvez dans le discours très très réactionnaire sur la vocation du mariage, c'est d'avoir des enfants. Pendant la manif pour tous, les cathos tradis anti-mariage gay étaient en mode la vocation du mariage c'est de faire des enfants parce que Dieu donne la vie et donc le cadeau du mariage ce n'est pas le plaisir individuel, c'est de donner la vie à son tour et de continuer cette œuvre de Dieu, etc. Oui, le truc. Et c'était leur argument pour dire du coup les PD faut pas qu'ils se marient parce que du coup tu t'encules, tu fais pas des enfants, lol. Bref, voilà, il y a toujours cette idée là que le mariage est de vocation et c'est souvent quand tu fais un mariage religieux tu prépares avec le prêtre, le pasteur ou la pasteur, etc. Et tu réfléchis, tu lis la Bible, tu te dis bon, quel sens est-ce que je veux mettre derrière cette union, quel projet commun, le truc comme ça, en mode voilà, tu te maries pas pour rien. Mais après, ça dépend beaucoup. Tu vois, t'as des gens qui, derrière leur projet de mariage, c'est un truc beaucoup plus simple, tu vois. Il y a un truc simplement du bonheur. Parfois fonder une famille, tu vois, mais pas en mode famille patriarcale, etc., mais en mode rendre heureux leurs enfants, faire un truc, tu vois. Alors, il peut y avoir des trucs beaucoup plus flous, de réfléchir au sens de l'amour, au sens de l'union, de la transcendance qui te traverse dans l'amour, etc. T'as des gens qui peuvent avoir une vision de leur projet de mariage qui est pas en mode on a une vocation missionnaire, quoi. Mais par contre, dans les milieux catho-tradis, généralement, cette vocation-là est beaucoup plus perçue comme une vocation missionnaire puisque tu es investi de ton devoir en tant que chrétien de répandre la bonne parole, d'agir en tant que couple et du coup que cette cellule du couple soit cette cellule à partir de laquelle tu agis en tant que chrétien dans le monde, que tu répands la bonne parole, etc. Cassandre, c'est pas techniquement catholique d'être conservateur, la religion c'est un prétexte, le but c'est juste le bien, et Dieu veut pas qu'on souffre pour lui, la religion c'est nous qui la faisons, vouloir conserver une pratique qui fait souffrir les gens de façon non nécessaire, ça me semble anti-chrétien. Ah mais je suis totalement d'accord avec toi Afro-Trans Rosa, je suis le premier à être d'accord, et c'est même ma façon même de penser mon rapport à Dieu et ma propre spiritualité bien sûr. Mais oui je suis totalement d'accord, mais quand je dis les milieux chrétiens conservateurs c'est en mode, c'est sociologiquement plus que... Voilà, je fais pas d'amalgame. On est une vraie petite famille qui se retrouve tous les jours, qui prie ensemble, qui partage des repas. On a chacun nos appartements. C'est assez incroyable de voir cette fraternité qui nous unit et qui se construit et qui s'intensifie chaque jour. En fait, cette mission transforme bien au-delà de notre petit cercle familial, mais aussi tout notre entourage bien plus large. Je suis trop mitigé parce que je vois le truc chelou colon et en même temps il aide les gens. Donc bon, bah en fait c'est ça la complexité, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment des endroits où ce genre de service est le bienvenu. Je pense, enfin les gens du quartier sont vraiment sincères quand ils sont contents de voir les nouveaux bénévoles arriver. Ils offrent un service qui est hyper important et qui manque énormément. C'est que s'il y a que eux, ça veut dire que les habitants des quartiers se retrouvent en fait piégés dans ce piège de la pauvreté, dans cette trappe à pauvreté. Ils se retrouvent piégés aussi à devoir accepter le premier venu et devoir accepter la première offre, qu'elle ait une idée derrière la tête ou pas, tu vois. Et donc t'as un truc aussi où ça ne permet pas l'émancipation des habitants et des habitantes par elles et eux-mêmes, ce que donnerait vraiment une politique de service public, d'emploi direct dans ces quartiers, etc., bref, de tout ça, créer ce lien social par la communauté. Et en fait, ça les maintient justement dans cette dépendance. C'est une joie l'été dernier d'avoir emmené notre grand camper. Il a vécu quasiment la totalité du camp, au même titre que ses jeunes. Et ça, c'est juste beau. Notre enfant s'est mélangé avec ces jeunes-là. Il s'est mélangé avec la population. Quelque part, c'est comme s'il faisait partie du quartier, quoi. Voilà. En bas de notre tour, il y a beaucoup de jeunes qui sont plus ou moins dans le trafic. Et je trouve assez fou qu'en revenant. Oh là là, ils sont plus ou moins dans le trafic. Plan. Il y a un tag Nick Labac. Oh, si nous pouvons éloigner ces jeunes du trafic en les ramenant
dans les voies de Dieu. En fait, nos enfants viennent les voir à chaque fois, les check, ils racontent leur journée. Ah, tu sais, moi je suis allé faire une sortie d'affaires, etc. Chose que je pouvais pas imaginer avant d'arriver au rocher et de voir avec la simplicité avec laquelle nos enfants rencontrent les jeunes et n'ont aucun a priori. Après, le gosse, il a des amis, tu vois. Genre, non, le gosse civilisateur, non, mais parce que, genre, en vrai, c'est un gamin, il se fait des potes, il est content. Il y a un rapport de différence entre ses parents et le reste des habitants, tout simplement par la structure du truc. C'est qu'ils viennent vivre temporairement et ils n'ont pas vocation à y vivre toute leur vie. Évidemment, quand t'es gosse, voilà, mais en fait, c'est juste la structure même du truc qui fait qu'à partir du moment où l'entraide, ou comment dire, les conditions de l'entraide ne sont pas par les forces endémiques qu'il peut y avoir dans le quartier, mais par des extérieurs qui viennent, quoi qu'il arrive, la différence, elle existe. Ils sont pas sur un pied d'égalité. Alors, pour aider, je suis sûr que ça se passe très bien, je suis sûr qu'ils s'apprécient beaucoup avec les gens, je suis sûr que les mamans, elles sont très contentes de les avoir, je suis sûr que l'aide aux devoirs est très très précieuse, tu vois, tous ces trucs-là. Mais genre, c'est l'existence même du truc qui pose problème. Parce que ça veut dire que l'État délègue à des assauts humanitaires, quoi. Le plus difficile. Ce qu'on a découvert un peu, qui était difficile pour nous, c'est vraiment se heurter aux habitants qui peuvent être vraiment blessés. Donc ça m'a vraiment appris à travailler la douceur, la compréhension et l'écoute. Les gens qui ont eu des vies vraiment dissolues, blessantes, terribles, avec des grandes épreuves. Et on se rend compte qu'avec ces personnes, on grandit en humilité. Ce qui était le plus difficile pour nous, c'est qu'il y avait des pauvres. Et parfois, ils avaient un peu de la hargne. Parce qu'ils avaient des vies pas faciles. Oui, alors vie dissolue. Alors, le lapsus, c'est absolument délicieux. Une vie dissolue, ou des mœurs dissolues, ça veut dire que globalement, t'es une pute. Ça veut dire ça part un peu à volo, quoi. Moi, ça m'a appris la douceur et l'empathie et la compréhension parce qu'on apprend tellement face à ces gens qui n'ont pas des vies pas faciles. Parfois, ils peuvent être un petit peu durs avec nous. Ils peuvent parfois nous en vouloir un peu. Mais on apprend l'écoute et la compréhension. On tend l'autre joue. Oui, on dirait une comédie française de fou. Pas le genre de gens qui utilisent un langage soutenu mais néanmoins courant pour terminer les autres sous couvert de sympathie. Oui, de fou. C'est ultra violent. Les associations de quartier ou alors solliciter des entreprises privées, des donateurs privés pour qu'ils viennent et leur faire vivre l'expérience du rocher. Bien sûr, le quotidien des activités, organiser les activités, planifier. Ce qui est assez fou, c'est que tous les associateurs on a... Le quartier du 95, t'avais une asso pareil d'évangélistes et les enfants qui ont grandi avec eux sont convertis, sont devenus assez fanatiques bizarrement. Et je dis vraiment pas ça pour un truc un peu anti-religion parce qu'en vrai, t'as des assos qui sont d'un background religieux et qui peuvent faire vraiment du bon taf et tout. Et pas être prosélyte justement, mais la vérité, genre, le but de ce genre de mission, c'est aussi en partie le prosélytisme. Et même si c'est pas le but premier, c'est toujours un truc en sous-main de... Encore une fois, ce truc-là qu'on retrouve un peu parfois chez les Mormons aussi. Alors les évangélistes, oui, pour le coup, c'est 100% assumé. Mais chez les cathos, il y a plus un truc de... On représente notre religion, par notre vie, on donne l'exemple et on donne envie aux autres de suivre comme nous cette voie. Tu vois, il y a un peu plus ce truc-là, un peu insidieux. Alors l'évangéliste, c'est vraiment genre, oui, convertis-toi, Dieu va te sauver, blabla. Ils sont plus rentre dedans, les évangélistes. Mais les cathos, ils sont souvent un peu plus insidieux dans leur truc, en mode, si tu as l'illumination. Enfin, un truc parfois même condescendant, doucereux, bizarre. Dans certaines assos, c'est full prosélytisme non assumé. Ah oui, de fou. Mais on a tous cette même envie de se donner et de vivre une mission vraiment ancrée avec le Christ et dans les quartiers. On se rend compte qu'il n'y a pas seulement une pauvreté matérielle dans les quartiers, il y a une pauvreté vraiment émotionnelle, de relations. Une pauvreté relationnelle dans ces quartiers. Ouais, il manque de relations. Ils n'ont pas d'amour dans leur vie et on vient leur apporter un petit peu. Ouais, j'ai aussi cru qu'il allait dire spirituel, mais bon, je pense qu'ils respectent quand même un petit peu les musulmans en mode on est œcuménique en fait. Enfin, c'est le même Dieu, mais juste c'est pas les mêmes. C'est un peu les petits cousins. Les musulmans. Mais non, mais c'est surtout, oui, c'est vraiment en mode genre pauvreté émotionnelle. Genre parfois, oui, il y a des vies difficiles qui font que c'est compliqué de vivre pleinement l'amour, le machin truc. Bah oui, mais c'est parce qu'en même temps, dans leur faim, tes gosses ils font de la merde et en même temps, leur prof il les humilie toute la journée à l'école et puis de toute façon, tu vis dans un quartier qui est un peu dégradé et du coup, t'es un peu en mode bon, voilà quoi. Et travailler en QPV, les relations, c'est pas ce qui manque, c'est plus l'accès au droit. Bah ouais, en plus c'est vrai que le truc de il manque de relations, etc. Genre au contraire, le cliché des quartiers populaires, c'est justement que le peu que t'as, c'est justement la communauté, que t'es éduqué par la voisine parce que quand ta daronne elle travaille et qu'elle peut pas s'occuper de toi, du coup tu vas chez les voisins, qu'au contraire t'as une vie assez communautaire justement simplement par le fait que y a de l'entraide spontanée quoi. C'est pas une pauvreté relationnelle, c'est juste que genre ils sont pauvres quoi. Genre c'est tout. Quand t'as des ministres, voire même le président qui dit que c'est ta faute si tes gamins ils font de la merde et qu'attention on va te foutre en prison si ton gamin il participe à une émeute, etc. Bon, après, ton gamin, il se fait taper par la police. Après, il va taguer Nick Labac. Et puis après, les gens, ils disent regardez, il y a un problème de délinquance. Voilà, quoi. C'est très vite. Mais je pense qu'en fait, ce qu'il entend par pauvreté émotionnelle, c'est le désespoir, en fait. Je pense que ce qu'il entend, je pense très sincèrement, j'ai pas envie de mettre des mots dans sa bouche, tu vois, mais je pense vraiment de ce qu'il veut dire par pauvreté émotionnelle, c'est en mode, les gens, ils sont en mode, on nous a abandonnés, ça sert à rien, etc. Et du coup, c'est le désespoir général par rapport à l'avenir qui s'explique politiquement. C'est lui qui est incapable de voir la vie et la richesse émotionnelle là où il y en a. Bah oui, de fou. Mais c'est le côté vraiment missionnaire, quoi. Osez partir, osez vous décrocher, vous retrouverez bien votre vie normale dans 3 ans. Enfin, le rocher nous fait un cadeau de venir vivre ici, vraiment. C'est un petit goût d'éternité, je pense vraiment. Et c'est bien pour notre couple que pour nos enfants, c'est juste incroyable. Et on voit que ça vise les gens un peu jeunes, le truc de les jeunes mariés,
Truc, voilà, les jeunes couples chrétiens qui veulent s'engager, voilà quoi. Bon, c'est comment acheter ta place au paradis 101 en 2024. Bah, c'est un peu de ça. Et donc bref, et du coup, il y a une meuf qui s'appelle Louise Billan qui a enquêté un petit peu sur cette association Le Rocher et qui a fait un petit peu une vidéo pour expliquer un peu c'est quoi les bails. Et vous allez voir, donc là on va plus rentrer dans le lore de voilà, c'est quoi cet asso, qu'est-ce qu'ils foutent là, en mode cadeau tradit, etc. Voilà. Dans cette vidéo, on voit un couple dont l'une travaillait dans un collège catholique et l'un était dans l'audit financier. Tous deux travaillent donc pour l'asso Le Rocher et ça mérite qu'on s'y attarde un peu. L'association qui se présentait jusqu'à peu comme en mission dans les quartiers sensibles. En mission dans les quartiers sensibles. C'est vraiment, mais en plus t'as vraiment tout le langage du missionnaire, tout le langage de l'humanitaire, etc. Enfin c'est transparent quoi. Après bon, parce que oui, c'est le langage de ce genre de truc. Premier abord, être une association caritative catholique assez classique, avec un discours axé sur l'amour et la rencontre de l'autre. Elle a 9 antennes en France, une à Bondy, au Muro, à Rieux-la-Pape, à Grenoble, à Nîmes, à Roubaix, à Marseille, et 2 antennes à Toulon, dont à la Beaucaire où est située la famille de Pomerol. En vrai, ce genre d'asso, ça va. Juste le format ici est chelou. Je suis musulman, mais j'ai bossé plusieurs années au secours catholique. Il y avait que des arabes. Dans l'asso, on faisait écrivain public, on faisait des cours de français, de citoyenneté française. Le seul catholique, c'était le chef prêtre de 80 ans, méga baisé. Du coup, tout le monde s'en foutait. Qu'ils étaient cathos, ils étaient surtout contents de l'apporter. Ouais, mais en vrai, franchement, le secours catholique, c'est intéressant que tu aies cité ça parce que le secours catholique, pour le coup, c'est vraiment une asso basée. Et même en termes, ils font un peu de plaidoyer politique vite fait sur la grande pauvreté, les trucs comme ça. Grâce au secours catholique que j'ai découvert tous les livres autour des OQTF, les réalités des abus de tout ça, comment défendre à l'OFPRA les bénéficiaires, les critères du droit d'asile, méga contraignants, c'est vraiment formateur pour se rincer le cerveau contre toute la propagande CNews, droit d'asile et des migrants. Ah, mais de fou. Mais ça, c'est les trucs, mais bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça que je dis que le problème, c'est pas tant qu'il y ait une asso qui soit religieuse. Cette asso précisément porte une vision du monde humanitaire, spirituelle, civilisatrice, etc. qui font que c'est pas le secours catholique. C'est ça, une vision civilisatrice dans leur mission. Et en fait, c'est pour ça que je veux surtout pas en fait foutre dans le même panier toutes les associations caritatives chrétiennes et religieuses en général, hein, parce que musulmanes aussi, juives et tout. Parce que genre, t'en as vraiment qui font un bon taf, un bon travail de terrain, etc. et qui sont vraiment pas dans cette délire-là. Le problème, c'est justement en fait ce que va expliquer Louise Billan. Le Rocher, c'est surtout une association créée à Bondy en 2001 par des sœurs de la communauté de l'Emmanuel, une communauté catho plutôt conservatrice issue de Renouveau Charismatique fondée en 72, impliquée dans la Manif pour tous. Donc ça voilà, donc ça c'est surtout le gros truc. Moi perso, le Rocher, je les connaissais pour le truc la Manif pour tous, parce que comme je me suis beaucoup intéressé à la Manif pour tous, vu que ça a été un petit peu ma génération et un peu ma voie de politisation, le Rocher, oui, je les avais vus parce que ça faisait partie un petit peu des assos catho que je voyais un petit peu dans les réseaux. Voilà, donc implication de la Manif pour tous, selon laquelle réalisée par Le Monde, la communauté de l'Emmanuel a activement milité aux côtés de la Manif pour tous, dans laquelle sont présentes de nombreuses personnalités gravitant autour de la communauté comme Emmanuel Saint, dont on retrouve également dans les colloques hostiles à l'avortement avec Tuc Dual-Dervis d'Alliance Vita et Frigide Barjot qui participent aux rencontres de prière de Paray-le-Monial, ainsi qu'un salarié de la communauté de l'Emmanuel, Jean-Baptiste Maillard, qui a participé à la création du site Homovox, un collectif d'homosexuels opposé au mariage pour tous. Selon Bruno Perrault, la communauté de l'Emmanuel a alimenté la résistance à l'ouverture du mariage aux couples homosexuels en France et cherché à fédérer les réseaux chrétiens sur le sujet. Et donc je vous expliquais à mon live précédent, et d'ailleurs je vous explique souvent en ce moment parce que c'est un petit peu le thème, voilà, et même quand on regardait le truc sur Sarkozy, que la Manif pour tous, ça a été un moment de concrétisation de l'union des droites. C'est vraiment un moment où il y avait une campagne unie qui a vraiment créé ce patchwork et cette rencontre-là avec en fait des trucs très concrets, hein, des trucs de l'organisation logistique. Alors ça implique de savoir avec qui on parle, avec qui on fait la manif, etc., etc. Donc ça fait à la fois une formation militante et aussi ça fait monter des cadres. La nécessité d'un plaidoyer institutionnel et d'un plaidoyer qui contrôle bien ce qu'il dit, parce que rappel à la Manif pour tous, ils voulaient pas trop être traités d'homophobes, du coup ils contrôlaient un petit peu ce que disaient les uns les autres, ils faisaient attention à bien travailler leur discours pour pas passer trop pour homophobe, pour dire non mais on n'a rien contre les homosexuels, regardez on va créer le collectif d'homosexuels qui sont contre le mariage pour tous, parce que c'est pas les homosexuels le problème c'est vraiment le mariage, parce que vous allez enlever la sacralité du mariage, bref. Donc tout ça nécessitait, et ça a créé justement cette rencontre et cette union des droites qui aujourd'hui est appelée de ses voeux par Marion Maréchal Le Pen, qui se concrétise aussi tout simplement dans la façon dont l'extrême droite se structure et structure tous ces réseaux, et donc tous ces réseaux fonctionnent entre eux, à la fois avec des relais à l'Assemblée, avec des relais des groupuscules fascistes, avec des relais associatifs, cathos plus ou moins, etc., etc. C'est pour ça aussi que le fait que l'association Le Rocher a été fondée par la communauté de l'Emmanuel, etc., la communauté de l'Emmanuel, c'est vraiment une communauté qui a une vocation militante derrière la religion. Et donc plusieurs prêtres, par ailleurs, sont accusés d'abus de pouvoir et d'abus sexuels. On retrouve notamment dans ses rangs l'évêque de Toulon, Dominique Ray, connu pour ses rapprochements avec le RN et l'Action française. Dans ces histoires d'abus, le dernier exemple en date est celui d'Emmanuel Drumont, ancien prêtre exorciste lyonnais, sanctionné suite à des accusations d'emprise psychologique. Tout à l'heure, elle parlait des rencontres de Paray-le-Monial. Paray-le-Monial au lieu des thérapies de conversion exorcistes. Alors oui, ce genre d'abus de pouvoir, notamment chez les prêtres exorcistes, notamment quand on a tout ce contexte avec la Manif pour tous, etc. Il s'appelle Dumont, pas Drumont justement. Elle s'est trompée, elle l'a corrigé à l'écrit, mais oui. Quand tu sais que l'association Le Rocher est créée du coup par cette communauté de l'Emmanuel, qui est issue donc
Attendez, je vais juste vous trouver le truc. C'est quoi exactement, du coup, le renouveau charismatique catholique? Courant spirituel né peu après la fin du Concile Vatican II, comme il y en eut d'autres au fil de l'histoire de l'Église, à l'époque de Saint François d'Assise, mais aussi dans les églises protestantes, blabla, les réveils, les périodes de redynamisation de la foi qui mettent l'accent sur la conversion personnelle et l'évangélisation. Le renouveau charismatique est d'ailleurs arrivé dans l'Église catholique par le pentecôtisme américain, oh tiens, issu lui-même d'un réveil au début du XXe siècle. Et d'ailleurs, en parlant du pentecôtisme américain, tous les liens qui ont pu se créer entre l'Église catholique et les églises évangéliques, notamment dans les luttes contre l'avortement, contre la contraception, contre les droits des homosexuels, contre les droits des femmes, etc., etc., etc. Toute cette vague-là du renouveau charismatique, c'est un truc vraiment qui remet au centre un petit peu la vocation missionnaire, justement. Et donc c'est là qu'on revient là-dedans. En contact avec des pentecôtistes, des étudiants de l'université catholique de Duquesne à Pittsburgh dans l'Indiana vivent au cours d'un week-end de retraite spirituelle organisé en février 67 ce qu'ils appellent une effusion de l'esprit ou un baptême dans l'Esprit Saint, qu'ils décrivent comme l'expérience d'une présence intense et même sensible de l'amour de Dieu pour eux. Ils se mettent à parler en langue. Parler en langue, globalement, c'est un truc un peu, pas d'hallucination collective, mais en gros, où quand tu te mets à parler dans une langue qui n'a aucun sens, parler en yaourt globalement. Quand tu parles en langue, ça veut dire que Dieu t'a touché parce qu'en gros, dans la Bible, en gros, quand Jésus il remonte au ciel, les apôtres ils ont peur et du coup l'Esprit Saint il descend sur eux et du coup il y a des langues de feu et du coup ils parlent en langue et puis du coup ils vont convertir tout le monde, etc. C'est un petit peu voilà. Ce renouveau spirituel des apôtres qui reçoivent. Ouais. C'est la Pentecôte, c'est la Pentecôte quand ils parlent en langue. C'est le moment où justement les apôtres vont partir au monde, avoir cette mission de répandre la parole, etc. Où tu vas aller voir créer des églises ici et là, etc. Bref. Donc voilà, donc ce truc de renouveau spirituel et pourquoi parler en langue, etc. Parce que c'est vraiment émuler un petit peu ce truc-là de ce que les apôtres ont fait avant d'aller répandre la parole divine. Mais du coup, c'est l'impulsion pour aller faire une mission. Après deux traces de quai, tu parles en langue, oui. Hein. Aussi. Ça fait partie de tous ces trucs qu'on voit souvent, un peu les clichés des gens dans les grandes églises états-uniennes où les gens ils tremblent comme ça, ils sont pris de convulsions, t'as un mec qui dit oui, ça rend l'esprit, etc. Enfin bref, ces clichés-là, en fait ça fait partie un petit peu des trucs qui sont très très présents dans les différentes églises évangéliques aux États-Unis, particulièrement les plus charismatiques justement, qui font partie justement de ce côté, magique et mystique. Voilà. Même en France, oui, même en France, bien sûr. Oui, je donne le cliché états-unien parce que souvent c'est aussi beaucoup dans la pop culture états-unienne que vous pouvez voir ça. Mais oui, bien sûr, en France, il y a aussi beaucoup ça. C'est en mode Dieu t'a guéri, etc. Donc, qu'il décrive comme l'expérience d'une présence de mon Dieu et parler en langue, a donné des paroles de prophétie, carrément, avec le sentiment fort de vivre ce que les apôtres ont vécu à la Pentecôte. Donc voilà, comme je vous le disais. Évangéliste convulse, réformé assisté à une conférence. C'est un peu ça. Si vous voulez comprendre tout le spectre du protestantisme, les pentecôtistes, on va dire, ils ont des convulsions et ils parlent en yaourt. Et les réformés, ils assistent à une conférence et puis après, ils en débattent de façon très rationnelle. Je suis d'accord avec l'interprétation de ce verset, mais je pense également qu'on peut y voir un rappel à cet épisode de l'Ancien Testament qui me paraît assez pertinent dans la période actuelle. Bref, donc très vite, cette expérience charismatique, du grec charisma ou don de l'Esprit Saint, se répand aux États-Unis et attire des milliers de chrétiens de milieux très divers, jusqu'à 60 000 participants aux assemblées des années 70, y compris de l'étranger. Des Français, notamment les futurs fondateurs de communautés nouvelles, rapportent cette expérience spirituelle atypique. Les premiers groupes de prière charismatiques apparaissent ainsi en France en 71. Certains donneront naissance à des communautés charismatiques qui, pour certaines, se sont bien établies dans l'Église, donc dans l'Église catholique sous-entendu. Quand vous voyez l'Église avec un grand E, généralement, c'est qu'on parle de l'Église catholique, parce que globalement, c'est un peu les États-Unis de la chrétienté, les cathos. Bref, donc, communauté l'Emmanuel, l'Emmanuel, justement, c'est celle qui a créé le Rocher. Le chemin neuf, les béatitudes. Alors les béatitudes, ça faisait partie justement des communautés charismatiques qui étaient particulièrement visées lorsqu'il y a eu la campagne contre les thérapies de conversion. Et donc c'était ceux notamment, il y avait eu quelques documentaires et reportages là-dessus. Ils parlaient beaucoup de la communauté des béatitudes comme ceux qui pratiquent le plus ce genre de thérapie de conversion, exorcisme, etc. C'est crade. Les béatitudes, c'est vraiment crade. Fondatio, puis Jacob, etc. Pour d'autres, d'autres ont périclité ou été dissoutes la théophanie, le pain de vie, la Sainte Croix. En France, le renouveau charismatique a pour particularité d'être passé en grande partie par ces communautés, alors qu'en Italie, par exemple, il s'est répandu essentiellement à travers une association nationale et des groupes de prière dans les paroisses. Donc en France, tu as plein de communautés qui ont essaimé ici et là, alors qu'en Italie, c'est centralisé. Que recouvrait exactement l'expression effusion de l'esprit? C'est le cœur de l'expérience du renouveau charismatique. Il ne s'agit en aucun cas d'un sacrement ni d'un second baptême, mais plutôt d'une appropriation consciente de la grâce reçue au baptême, autrement dit, une sorte de conversion qui donne la conscience d'une relation personnelle avec le Christ. C'est là qu'on voit un petit peu le côté pentecôtiste en fait, le côté vraiment, parce que les évangéliques états-uniens ils sont en mode tu es l'ami du Christ, tu as une relation personnelle avec le Christ, ils sont vraiment dans un truc qui devient presque parasocial. Ils ont une relation parasociale avec le Christ, c'est ça. Et de l'action agissante de l'Esprit Saint dans le monde. Pape François a d'ailleurs encouragé les membres du Renouveau, en juin 2015, à faire en sorte de la partager à tous dans l'Église.
Pourquoi? Parce qu'en fait, ça convertit. Ils ont pris la recette des pentecôtistes qui est on convertit tout le monde avec des trucs un peu mystiques et du coup ils l'ont repris. Donc évidemment que le pape François est en mode c'est génial. Allez, le renouveau de l'église, ça va être de faire un peu comme eux, on va convertir un peu tout le monde, mais on va rester bien droit dans nos bottes et c'est le Vatican. Cette effusion de l'esprit donne lieu la plupart du temps à un goût nouveau pour la louange, pour la parole de Dieu, pour les sacrements, pour la vie fraternelle, mais aussi un appel pressant à témoigner de sa foi autour de soi. Cette expérience n'est pas nécessairement sensible, mais s'accompagne souvent de dons de charisme, prophétie, guérison, glosolalie, donc c'est voilà où donc glosolalie c'est la capacité à parler dans différentes langues. Glosolalie c'est plutôt un type de chant en langue ancienne inconnu qui n'existe pas pour se focaliser sur la sonorité de la voix et non le texte. Ok, d'accord. Concrètement, l'effusion de l'esprit se prépare généralement au long de plusieurs étapes jusqu'à ce que le croyant se sente suffisamment prêt à remettre sa vie à l'Esprit Saint. Il demande à ses frères du groupe de prière de prier pour lui afin qu'il reçoive l'Esprit. Donc comment le renouveau est perçu dans l'Église? Ce courant est d'abord perçu comme une réponse à la prière du pape Jean XXIII qui avait appelé de ses vœux une nouvelle Pentecôte lors d'un congrès international du renouveau charismatique qui rassemble 12 000 personnes à Rome en 75. Son successeur Paul VI le salue comme une chance pour l'Église et pour le monde. Dans la ligne du Concile du Vatican II, le renouveau valorise en effet un engagement de tous les laïcs égaux dans la pratique des charismes et de l'évangélisation. Donc les laïcs, c'est en fait les fidèles, c'est ceux qui ne sont pas, donc les laïcs, c'est ceux qui ne sont pas des prêtres, globalement, voilà. C'est pas les gens qui ne croient pas en Dieu, c'est les gens qui n'ont pas reçu de sacrement, qui les ordinent prêtres, ou quoi que ce soit, etc. Par exemple, chez les protestants, le pasteur est laïque, parce qu'on ne considère pas qu'être pasteur, c'est un sacrement, par exemple. Voilà, un laïc, c'est ça, c'est... Voilà, donc un engagement de tous les laïcs, égaux dans la pratique du charisme et de l'évangélisation. Donc encore une fois, c'est le truc qu'ils ont un petit peu pris des évangéliques, c'est un peu en mode, c'est pas juste le prêtre qui peut faire des trucs et qui est sacré et qui donne l'Esprit Saint, etc. C'est nous tous qui pouvons le recevoir. Il y a un côté un peu plus où c'est une inclusion un peu plus des fidèles, hein, une inclusion un peu plus des croyants dans la divinité et dans les processus de réception et de perception de la divinité. En fait. Mais ce mouvement foisonnant, un peu incontrôlable à ses débuts, suscite aussi des réticences, voire de l'hostilité de ceux qui voient une surchauffe émotionnelle, s'agacent aussi de l'arrogance spirituelle de ces nouveaux convertis convaincus d'incarner l'avenir de l'Église. Oui, parce que c'est un truc de nouveaux convertis, etc. La plupart des communautés nouvelles traversent d'ailleurs des crises graves marquées par diverses dérives dont fait état entre autres le livre Les naufragés de l'esprit de Thierry Pavard. Il s'est aujourd'hui globalement institutionnalisé, certains évêques étant même issus directement de ses rangs. Michel Sentier à Créteil, fondateur de Réjouis-toi. Monseigneur Dominique Rey à Toulon, donc c'est celui dont on parlait tout à l'heure, qui est très proche de Marion Maréchal Le Pen. Monsieur Guy de Crimel à Grenoble. Tiens, c'est marrant, il y a une antenne du Rocher à Grenoble. Monseigneur Yves Le Sceau au Mans, de l'Emmanuel. C'est aussi un lieu majeur de vocation sacerdotale et religieuse, de formation pour de nombreux laïcs. En fait, c'est ça, c'est un truc qui permet aussi de... En fait, souvent, dans l'Église catholique, on dit il y a une crise de la vocation. Plus personne ne veut devenir prêtre, etc. Donc ces communautés charismatiques, en incluant des laïcs dedans, en faisant des missions, des trucs comme ça, tu reçois l'esprit, etc. Ça crée aussi de vocation chez des gens qui rentrent du coup dans la foi ou renouvellent leur foi dans ce genre de trucs et après sont en mode j'ai envie de devenir prêtre, de rentrer dans les ordres, etc. Et du coup c'est aussi là-dessus que le mouvement charismatique rentre progressivement aussi dans la hiérarchie en fait de l'Église catholique. Ouvrir le magistère aux femmes peut-être du coup mais non, ouvrir le magistère aux femmes, mais les femmes, enfin, c'est pas ce que dit Jésus, mais l'autre, le mec qui a écrit les lettres où il a dit qu'il fallait que les femmes elles soient soumises au mari et tout, voilà. Ah, c'est pas Paul qui a dit ça? C'est pas Paul qui a dit ça. Mais c'est qui a dit que les femmes elles pouvaient pas être prêtres alors? Les femmes peuvent prophétiser. Ah non, les femmes peuvent prophétiser. Non, c'est pas pareil. Prophétiser, c'est pas pareil qu'être prêtre. De toute façon, Paul, j'ai jamais lu, j'ai toujours trouvé ça nul. Bref, alors qu'il est entré dans la phase de maturation, le pape François a tenu à rappeler que le renouveau est aussi dès ses origines œcuménique. Œcuménique, ça veut dire qu'il rassemble toutes les, voilà, qui le vivre ensemble de toutes les religions. Universel. Les catholiques adorent se dire qu'ils sont universels. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez eu l'impression qu'il y a un discours missionnaire un peu exalté, c'est le cas. Concrètement, c'est le cas. Ça vient vraiment d'un truc qui a des inspirations du pentecôtisme et qui est ancré dans des communautés. Quand je vous disais qu'elles sont liées aux thérapies de conversion, c'est pas que les thérapies de conversion, mais vous voyez un petit peu l'idée du genre d'abus de pouvoir et d'imposition d'une vision spirituelle unique et d'uniformisation derrière ce côté du renouveau et du nouveau sou. Bref, reprenons du coup la vidéo de Louise. L'association en 2021, elle pouvait se vanter d'un confortable budget annuel de 3 millions d'euros, dont 23% c'est de l'argent public. Donc ça c'est selon Libération, mais aussi on y trouve des fonds privés divers et variés. Donc c'est sympa quand même. Tu peux récupérer de la thune publique en allant faire des missions dans les quartiers populaires puisque c'est des quartiers de reconquête républicaine. Ah oui. Reconquête républicaine, faut envoyer des trucs, mais on va pas envoyer l'État non plus, parce que ça voudrait dire qu'on est un peu... voilà, non, on va pas envoyer l'État non plus. Du coup, on va payer des assos pour y aller à notre place et on va les subventionner. Et c'est comme ça que l'État vend totalement. Voilà. Et donc les partenariats privés, il y a l'ESSEC, ouais, des écoles de commerce, etc. J'imagine que les réseaux alumni sont assez intéressés d'avoir ce genre d'expérience, etc. L'Oréal, bon petit partenariat privé. Donc il y a FCI, Vinci, Bouygues, l'ESSEC, Servier, SFR, etc. Il y a aussi évidemment des fondations caritatives catholiques privées. Une enquête parue dans l'IB en 2021 s'interroge sur la nature de l'asso. Parce que derrière l'aspect caritatif, l'association elle sert surtout d'objectif missionnaire, où les volontaires en service civique, recrutés par la structure, constitueraient un vivier de recrutement pour la communauté de l'Emmanuel. Ils vont pas évangéliser les habitants des quartiers.
Ils vont évangéliser les volontaires en service civique. Ils visent, évidemment que peut-être il y a des gens qui vont se convertir, etc. Ils voient des cathos qui font des trucs bien pour eux, etc. Ils vont dire, ah, les catholicismes c'est bien, hop, le témoignage de foi, etc. Mais c'est surtout un recrutement de potentiels militants. Parce que ces volontaires en service civique, ils vont être formés, ils vont savoir faire des trucs, etc. Hop, tu rentres dans la communauté de l'Emmanuel et du coup, tu viens grossir les rangs. Service civique tellement détourné. Ah, mais c'est une dinguerie. C'est un détournement énorme du truc, bien sûr. Cette asso, elle révèle aussi un immense problème qui touche tout le travail social. Faut voir à quel point des structures comme le Rocher peuvent bénéficier d'autant de subventions publiques et privées, le plus souvent au détriment de structures locales nées des quartiers populaires et qui vivent de l'action de leurs habitants et leurs habitantes. Et oui, pour les pouvoirs publics qui abandonnent les quartiers populaires, c'est plus intéressant d'avoir une asso qui est nationale, qui est liée à l'État, qui a des liens avec L'Oréal, l'ESSEC, SFR, Bouygues, qui connaît tout le monde, parce que globalement, c'est le petit milieu catho c'est ces petits gars de charité entre eux, que d'avoir des arabes de quartier qui font un truc, on ne sait pas ce qu'ils vont en faire. Non, il faut leur envoyer des gens de l'extérieur avec des structures nationales. On ne peut pas faire de l'auto-organisation des quartiers populaires, on ne va pas laisser aux habitants des quartiers populaires la capacité de s'organiser non plus. On est où là? On est où? Attends. C'est marrant parce qu'en fait là-dedans on voit aussi toute la structure de comment l'État, en se désengageant de ses missions de service public et en entretenant cette défiance vis-à-vis des habitants des quartiers populaires, défiance entretenue avec le harcèlement policier, etc., crée en fait une manne absolue pour ce genre d'intérêts privés, d'intérêts religieux, etc., qui vont se faire de la thune, vont recruter et vont continuer aussi à faire avancer leur lobby et donc leur plaidoyer. Parce que tu peux plus facilement faire du plaidoyer sur des questions politiques sensibles lorsque tu dis « on a l'expérience du travail avec les gens des quartiers populaires ». Vous savez, ce n'est pas que la gauche qui connaît les quartiers populaires, nous aussi on travaille avec eux au quotidien. Et en fait, le wokisme, ils n'en veulent pas. Parce que ça dénature le lien naturel entre l'homme et la femme. Nous sommes un groupe œcuménique, nous recevons tous les croyants, et croyez-en, notre expérience auprès des quartiers populaires, eux aussi ils aiment pas les PD, et eux aussi ils aiment le capitalisme en fait, de nos potes catholiques. Je pense que le reportage n'a pas été produit par Lou Média par hasard. Lou, c'est environ 20 millions de vues par mois, avec surtout des formats interviews assez classiques sur Instagram. Alors il y a pas mal de femmes inspirantes interrogées, beaucoup de people, un peu de culture, et pas beaucoup de politique. C'est un média qui a été initialement lancé par la plateforme Néo, une plateforme à la brute, lancée en 2020 par l'animateur Bernard de la Villardière et Stéphane Simon, ancien rédacteur chef d'entrevue et cofondateur avec Michel Onfray de la revue Front Populaire. Donc le mec a cofondé Front Populaire, etc., machin truc, Bernard de la Villardière. Bernard de la Villardière, issu de la bourgeoisie catholique. Voilà. Oui, c'est celui qui faisait les reportages de M6 en mode drogue, alcool et prostitution. Aujourd'hui, nous plongeons dans les bas-fonds de Bangkok. Bref, tout ça, quoi. Je sais pas. Mais donc voilà, c'est pas n'importe quel média, quoi. Néo est majoritairement financé par des actionnaires de droite. François de la Villardière, cofondateur du groupe événementiel GL Events. Donc eux, ils possèdent plein de palais des congrès de partout, etc. Enfin, vous voulez plein d'événements, de conventions, des trucs comme ça. C'est généralement GL Events qui gère les trucs. Olivier Roux et le financier Éric Bertrand, directeur général délégué d'Ophi Asset Management, nouveau Business Angels. Ils ont investi sur le actionnaire issu du premier tour de Mero Capital, Laurent Méchert, propriétaire du magazine Chantre de l'Union des droites, l'incorrect. En fait, souvent, quand vous regardez les listes des actionnaires, dans des endroits par hasard, et si le mec qui est le propriétaire du magazine l'incorrect, dans lequel écrit Eugénie Bastier, qui est, voilà, encore une fois, comme c'est dit dans l'extrait d'article, hein, c'est vraiment le truc de l'Union des droites, hein, ça interviewe absolument tout le monde, ça fait le rapprochement entre LR jusqu'à Reconquête, etc. Enfin bref. Et François Blot, actionnaire du site de droite libérale Atlantico. Et les 4 cofondateurs viennent de remettre au pot pour ne pas voir leur participation diluée. Donc ils ont remis de la thune pour être sûr de garder une bonne part du pactole. Donc, on a un média dans lequel beaucoup de millionnaires qui financent des médias globalement un petit peu conservateurs ont intérêt à financer. Intéressant. Qui poste un truc sur le Rocher. Intéressant. Ça commence à faire la boîte de caramel commence un petit peu à fusionner, on va dire. Et quand on voit qu'ils sont allés interviewer Bardella sur ses arguments à destination des femmes pour les législatives, on s'étonne pas trop. Donc Lou Média qui fait pas beaucoup de politique, ils font beaucoup de portraits de femmes inspirantes, audimat plutôt féminin, pour être convaincus par le féminisme. Mais regardez les arguments de Bardella pour convaincre les femmes. Ça pue très très fort. Tout ça pour dire que ce truc-là, on a beau se moquer du côté colon, du côté un peu missionnaire, etc. En réalité, c'est totalement ça. C'est un truc missionnaire qui converge dans des intérêts qui sont ceux de la droite catholique conservatrice, liés à beaucoup d'intérêts capitalistes et politiques. Encore une fois, on parlait du mec, du monseigneur de la communauté de l'Emmanuel, qui est très très proche de Marion Maréchal Le Pen, du Médialou qui invite que des femmes, comme ça, un audimat bien féminin qui pourrait être tenté par le féminisme. Mais regardez, Bardella, il a un programme pour les femmes. Soyez convaincus de devenir d'extrême droite au lieu de tomber dans les mains du féminisme, Instagram, mainstream, voilà, qui va faire voter France Insoumise, etc. Et avec une logique de recrutement de jeunes chrétiens
ambitieux et dynamique qui est totalement inspiré, et ça vient du coup de l'origine en fait de ce courant-là du renouveau charismatique, totalement inspiré des méthodes évangéliques états-uniennes. Voilà le petit topo à ce sujet-là, et c'est cool parce qu'on aura pu faire le tour de plein de trucs, on aura pu parler un petit peu de mouvement catho, etc. Et aussi, et n'hésitez pas à suivre Louise Billon parce qu'elle fait du bon travail sur ces sujets-là, notamment justement tous ces trucs-là, un petit peu de suivre un petit peu tous ces réseaux conservateurs, etc. C'est un truc qui suit pas mal. Je la vois passer régulièrement dans mes fils d'actu, divers et variés. De cette vidéo-là, un petit peu ridicule, rigolote, où tout le monde était en mode oula, c'est un petit peu colon. Bah déjà, c'est bon à savoir qu'on a eu un bon réflexe. Je nous félicite collectivement d'avoir eu le bon réflexe de déceler le discours colonialiste là-dedans. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas tant les habitants des quartiers qui vont évangéliser. Alors, encore une fois, il y a un côté témoignage de foi, tu vois des cathos inspirants, etc. Alors du coup, peut-être que ça va convaincre des gens de... Mais c'est pas ils vont pas évangéliser les gens des quartiers. Ce qu'ils font, c'est qu'ils recrutent surtout... La voie de recrutement, c'est les gens qui sont en service civique. Et donc derrière ça, c'est l'idée aussi de faire monter une jeunesse de cadres. C'est vraiment un endroit de formation politique, militante, etc. Quand tu es dans ce genre d'association, notamment des associations de quartier qui font ce genre de travail, etc., et que tu es volontaire en service civique, c'est un truc que tu en sors avec des compétences, des trucs comme ça qui sont très précieuses. Quand on voit tout ce contexte-là d'union des droites, etc., ça garantit aussi un vivier catholique parmi les cadres capables des droites. Ça m'étonnerait pas qu'on voit arriver un mec qui est candidat, je sais pas où, au municipal, qui est passé par cette pipeline de politisation et d'engagement politique. Par exemple, parce que l'extrême droite est en dèche de cadre, on l'a vu avec les législatives, les candidats d'extrême droite qui sont totalement claqués au sol. On est dans un enjeu aujourd'hui de solidification à l'extrême droite et qu'elle a besoin justement de ce genre de grosses structures, de ce genre de gros réseaux pour se pérenniser et accéder au pouvoir. C'est ce qu'on voyait pendant toutes les législatives, le truc de il commence à approcher des milliardaires, à dire non, vous inquiétez pas, on va rien faire avec la réforme des retraites, haha, vous inquiétez pas, on aime bien les capitalistes, pour s'assurer que s'ils ont le pouvoir, ils vont le garder. De cette petite vidéo un peu anodine qui a fait rire tout le monde, ça révèle aussi un petit peu tous ces réseaux-là et c'est toujours intéressant à surveiller. Donc voilà.